J'ai déjà eu des apparitions donc de boutons au niveau du visage et puis aussi un petit peu autour du torse, haut du dos. La pollution a un impact direct sur la peau, c'est pour ça que c'est important de bien protéger sa peau. En tant qu'athlète, notre corps, c'est un petit peu notre outil de La travail. barrière cutanée, il faut l'entretenir et donc c'est important d'hydrater sa peau. On peut avoir une pensée esthétique par rapport à ça, mais moi c'est plus une pensée performance que j'ai. Pour beaucoup d'entre nous, le running est plus qu'un sport, c'est une quête de bien-être et de santé. Chaque vendredi du 7 au 28 juin, l'ultra-trailer Mathieu Blanchard et l'experte santé Léa Pateras-Pescara nous aident à mieux comprendre notre peau pour améliorer nos performances et notre bien-être. Cette émission vous est proposée par La Roche-Posay, des soins qui changent la vie, prescrits par des dermatologues. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour cette nouvelle capsule réalisée en collaboration avec La Roche-Posay. Chaque vendredi du mois de juin, nous allons vous aider à prendre soin de vous, de votre peau et de vos performances. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne plus ou moins tous, la sueur, la pollution, les douches à répétition et même les frottements. Tout ça, ça représente autant de défis pour la qualité de notre peau. Alors comment pouvons-nous combattre les effets du stress environnemental et physique afin de préserver une peau saine ? Quelle est la meilleure routine de soins à adopter après l'entraînement pour réparer et protéger sa peau ? Quelles sont les erreurs également à éviter ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions et nous guider vers le maintien d'une peau revitalisée malgré les défis imposés par la pratique de notre sport, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. La première est pharmacienne et experte en santé. Il s'agit de Léa Pateras-Pescara. Salut Léa, comment ça va depuis la semaine dernière ? Ça va très bien et je suis encore une fois ravie d'être là pour ce podcast. Et pour nous apporter un éclairage de terrain sur cette question, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Blanchard, ultra-trailer professionnel et ambassadeur de la marque de soins dermatologiques La Roche-Posay. Son teint éclatant ne passe pas inaperçu dans les pelotons de coureurs et nous sommes tous impatients de connaître ses secrets pour maintenir cette magnifique peau. Salut Mathieu, toi aussi ça va bien depuis la semaine dernière ? Salut Guillaume, ça va super et depuis la semaine dernière, grâce à tous ces bons conseils, je prends encore plus soin de ma peau. Bon, c'est vrai, on apprend tous les jours et moi aussi c'est vrai que j'ai mis en place déjà des petites routines et je ne sais pas si ça porte ses fruits mais en tout cas j'espère. Alors aujourd'hui on va explorer l'importance justement d'une routine de soins post-entraînement pour les sportifs. Il y a beaucoup de mythes, on parle par exemple de l'acné du coureur, de l'impact aussi de la pollution, de la transpiration, des douches aussi, comment est-ce qu'on peut gérer un peu tout ça ? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai une première question pour toi Mathieu. Étant donné que tu as vécu dans des grandes villes en France, en nord-américaine aussi, je crois, et que maintenant tu résides à la montagne, est-ce que tu as remarqué des différences sur ta peau lorsque tu cours en milieu urbain par rapport au milieu naturel ? Alors c'est une très bonne question et oui, j'ai remarqué des différences. Donc j'ai vécu une dizaine d'années dans la ville de Montréal, qui est quand même une grosse ville nord-américaine au Québec, au Canada. Maintenant je vis en montagne, mais je vais aussi souvent en ville pour une raison ou pour une autre, comme pour enregistrer un podcast aujourd'hui. Il m'arrive de courir aussi en ville. Alors c'est sûr qu'en termes de sensations au niveau de la peau, on va avoir l'impression que la peau respire plus ou moins, et c'est pas parce qu'on est en montagne, dans la terre ou dans la poussière, que ça va forcément être plus la sensation de blocage. Et alors là où j'ai remarqué une grosse différence aussi, qui peut paraître assez paradoxale, même parfois dans la douche, en ville, après une grosse session, une grosse sortie en ville, quand je regarde l'eau, elle coule plus noire qu'à la montagne. Qu'à la montagne, quand je suis en nature, dans des milieux où il y a quand même plus de particules autour de moi liées à cette poussière ou à cette terre. Donc c'est assez étonnant. C'est vrai que moi j'habitais à Paris pendant très très longtemps et je me souviens, moi j'avais des rideaux chez moi, des rideaux blancs, un voilage en fait, et il y a une aération dans les appartements et c'est vrai que mes rideaux au niveau de l'aération étaient souvent noirs, j'étais obligé de les laver quasiment tous les 2 mois. Bon, je pensais que c'était quelque chose de normal et puis quand je suis allé habiter à la campagne, j'ai remis mes rideaux, ça fait 3 ans, je les ai pas lavés une seule fois et donc là effectivement ça fait prendre conscience de la pollution, l'impact que peut avoir la pollution sur notre santé, sur notre peau, surtout quand on passe beaucoup de temps à courir, on hyperventile, donc on respire beaucoup, on respire avec la bouche. On sait que le nez, c'est aussi un filtre, donc quand on respire avec la bouche, on se prend aussi pas mal de pollution. Et justement, Léa, est-ce qu'on sait si cette pollution urbaine, il y a beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent, qui vivent à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Lille, dans plein de grandes villes de France où malheureusement la qualité de l'air peut être pas terrible. Comment est-ce que ça peut affecter justement cette pollution notre
notre épiderme et en particulier tout ce qui est toxines, polluants qui sont spécifiques et qu'on peut accumuler pendant l'entraînement. J'imagine qu'ils peuvent générer des problèmes cutanés. Oui, tout à fait. En fait, les différents polluants qu'on va retrouver dans l'air, ils vont créer ce qu'on appelle du stress oxydatif. Donc, la production de radicaux libres, ce sont des molécules qui sont extrêmement réactives et qui vont finalement attaquer les cellules de l'épiderme. Et donc ça peut favoriser un vieillissement prématuré de la peau. Donc, d'une part, un vieillissement accéléré notamment parce qu'il y a ce stress oxydatif présent. Ça peut provoquer un ternissement du teint parce que finalement, le monoxyde de carbone, par exemple, peut se lier à l'hémoglobine et donc vous avez une moins bonne oxygénation. Donc pareil, vous avez un teint plus terne. Ça peut aussi, via le phénomène de stress oxydatif, générer des taches pigmentaires, notamment avec les UVA et les UVB également, donc des taches brunes sur le visage. On peut aussi avoir tout simplement une perte d'homogénéité du grain de peau, puisque les polluants peuvent favoriser la dilatation des pores et donc l'apparition d'imperfections, voire même le développement de certains pathogènes au niveau de la peau, comme la dermite séborrhéique, qui est due à un petit germe qui se développe plus dans les milieux pollués. Donc effectivement, la pollution a un impact direct sur la peau, c'est pour ça que c'est important de bien protéger sa peau. Et on va voir justement, en parlant de routine, comment est-ce qu'on peut éviter les petits pépins. Alors, il y a aussi un autre élément qui rentre en compte quand on pratique beaucoup la course à pied, c'est les douches, la transpiration et quels peuvent être les impacts de la transpiration, les douches à répétition. Moi, je me souviens, je courais souvent le midi à l'époque où j'avais un travail, j'avais la chance de travailler à côté d'une piste d'athlétisme quand j'étais à Levallois et donc j'aimais bien faire mes petites séances le midi pour gagner du temps. On est toujours à la recherche de temps. Et donc, je prenais une douche au stade et je travaillais. Et puis évidemment, le soir, je reprenais une deuxième douche. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que prendre plus de douches, ça peut avoir un impact sur ma peau et aussi la transpiration. Les produits aussi, gel douche qu'on va utiliser, on trouve pas mal de produits dans les grandes surfaces qui sont, j'ai presque envie de dire, des fois décapants avec des couleurs, des fois jaune fluo, surtout chez les hommes. Pour les femmes, ça va, c'est un peu plus soin, mais pour les hommes, des fois, c'est vraiment. Mais ne serait-ce que c'est très chimique. Le savon de Marseille, c'est très décapant et agressif finalement pour la peau. Donc effectivement, les douches très fréquentes, ça peut altérer ce qu'on appelle le film hydrolipidique de la peau. Donc ça altère la barrière cutanée et ça fragilise la peau. Donc ça peut entraîner des irritations et rendre la peau plus propice à certains développements, par exemple de plaques, d'eczéma, de choses comme ça. Donc c'est important effectivement, quand on prend des douches plus fréquentes, d'utiliser des soins lavants doux, sans savon. Et moi, ce que je conseille vraiment, mais même à tout le monde, c'est les huiles lavantes, comme l'huile lavante Les Picards de chez La Roche-Posay, qui va permettre de laver la peau tout en préservant le film hydrolipidique. Et donc, si vous avez même une peau atopique, ça convient tout à fait. On verra après justement quel type de peau on peut avoir et les conseils que tu peux donner sur ça. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi, alors dans un précédent épisode, tu parlais du stress oxydatif, on en avait parlé notamment avec le fameux visage du coureur, où on s'est intéressé, est-ce que notre pratique de la course à pied peut accélérer un peu notre vieillissement ? C'est vrai que c'est une légende qui est très répandue dans le monde de la course à pied. Et on parle aussi de l'acné du coureur. Et c'est pas rare de dire finalement, la course à pied m'a un peu donné des boutons en raison de la transpiration, de la pollution. Voilà. Est-ce que vraiment il y a un lien entre l'apparition de boutons et notre pratique de la course à pied ? La course à pied en elle-même ne va pas directement provoquer de l'acné. Parce que je l'avais dit dans l'autre épisode, le fait de pratiquer, de transpirer, ça favorise la production de sébum, donc ça permet une bonne hydratation de la peau. Ce qui va finalement, potentiellement, favoriser le développement d'imperfections, c'est quand on ne va pas bien nettoyer sa peau après l'effort. Voilà, donc c'est la stagnation finalement de la sueur avec ce sébum mélangé à la poussière environnement ou à la pollution qui va favoriser le développement des imperfections, les pores qui se bouchent et les comédons et tout ce qui s'ensuit. Donc ce qui est très important en fait, c'est bien se nettoyer le visage quand on a fini un effort sportif. Donc il n'y a pas d'impact direct, mais il peut avoir des impacts indirects. Mathieu, tu as déjà été confronté toi justement à ces problèmes d'acné du coureur comme on dit. Est-ce que tu fais un petit peu attention à ça ? Alors juste qu'on soit clair, quand on parle d'acné du coureur, c'est l'apparition de boutons qui n'est pas liée aux hormones ou à c'est vrai, l'adolescence. c'est pas, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire que les boutons, c'est un problème d'ado. Mais j'ai l'impression que on peut avoir des éruptions. On peut avoir des éruptions à tout âge. L'acné, ça peut arriver. C'est pas forcément. Et même parler d'acné hormonal, finalement, ça veut pas dire grand-chose parce que c'est juste la peau qui est plus sensible aux hormones. Mais l'acné hormonal en soi, ça veut rien dire. C'est plus. Et je tiens aussi à rajouter que, par exemple, chez un coureur qui serait une forte exposition d'un coup.
par exemple, il court dans un endroit inhabituel. Il y a ce qu'on appelle aussi la lucite. C'est encore autre chose. C'est une éruption cutanée qui peut notamment apparaître souvent sur le décolleté. Et ça n'a rien à voir avec l'acné. Par exemple, un coureur qui va s'exposer au soleil ou dans un environnement... Voilà, trop de soleil d'un coup, ça peut faire des réactions allergiques au soleil, ce qu'on appelle les lucites. Donc ça, c'est à différencier aussi de l'acné classique et des imperfections qui sont liées à l'excès de sébum. Et on dit que le stress, alors des fois on peut être stressé avant une compétition, avant ce genre de choses, on dit que le stress peut favoriser l'apparition de boutons et paraît-il, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais notamment au-dessus des sourcils, il y a des positions où il y a vraiment des boutons qui sont potentiellement corrélés à de l'anxiété ou du stress. Est-ce que c'est vrai, des boutons de fièvre? On se souvient aussi des athlètes avant des grandes échéances qui vont avoir des boutons de fièvre, ce genre de choses. Bouton de fièvre, alors ça peut être généré. Le soleil est un facteur déclencheur. Donc si vous exposez fortement un soleil, vous verrez, vous pouvez avoir un bouton qui sort. Donc c'est important d'utiliser un stick protecteur au niveau des lèvres avec un SPF justement en prévention. Si vous avez tendance à faire des boutons de fièvre, les personnes qui n'ont pas eu ce type d'infection avant, il y a moins de risques. Et l'acné, du coup, sur le stress est corrélé au bouton, ça peut être une cause pareil, aussi. Le stress, ça peut être un facteur, mais dire que le stress provoque des boutons, on ne peut pas faire de raccourci. C'est des facteurs qui vont venir se cumuler, en fait. Et l'alimentation aussi, on dit souvent, tiens, après une bonne raclette, on peut avoir des boutons. Est-ce que c'est... Alors, la peau est un organe émonctoire. Donc, le foie a pour rôle de filtrer le sang, nettoyer notre corps de tous ses déchets. Et lorsque le foie est un petit peu surchargé, la peau prend le relais. Donc, effectivement, si on a tendance à avoir une hygiène de vie qui n'est pas top, le foie est surchargé, ça peut se répercuter au niveau de la peau. Ça, c'est vrai. Donc, du coup, Mathieu, est-ce que tu as déjà, toi qui connais un peu la vallée de Chamonix, est-ce qu'après une bonne raclette ou une tartiflette, est-ce que tu as déjà eu des petits problèmes d'acné ou pas? Bon, merci d'avoir redéfini finalement. Donc la réponse est oui. Donc j'ai déjà eu des apparitions de boutons au niveau du visage et puis aussi un petit peu autour du torse, haut du dos. Alors maintenant, pour mettre le doigt exactement sur la raison, je sais pas trop, mais en tout cas, je peux faire des liens. C'est sûr qu'après des très grosses journées longues à l'extérieur où il y a eu exposition au soleil, forte transpiration, je peux avoir des boutons qui apparaissent. C'est drôle ce que tu as dit parce qu'effectivement quand je vais sur des lieux tropicaux avec du soleil assez humide, tout de suite je vais avoir aussi pas mal de boutons autour. Des petits boutons de chaleur, ce qu'on appelle les boutons de chaleur. Au niveau du torse, c'est un petit peu au-dessus du dos. Et effectivement aussi quand je sais que mon foie est fatigué, notamment après une course, parce que je fais des bilans sanguins et je vois les marqueurs du foie qui sont pas très bons. Alors c'est sûr qu'il y a eu un excès de glucides assez extrême durant une course. Je vais avoir des boutons qui apparaissent après ça. Donc effectivement, l'alimentation peut aussi jouer un rôle dans cette apparition. Alors c'est vrai que c'est une question qu'il peut faire sourire. On l'évoquait dans un épisode précédent. La peau, la qualité de son visage, c'est l'un des meilleurs marqueurs de fatigue, de stress. Nos amis, quand ils sentent qu'on est un peu fatigué, pas bien, ils le remarquent. Voilà, c'est un mauvais teint, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, c'est quand même des indicateurs qui sont intéressants à prendre en compte. Il y a aussi un rapport au corps aussi chez l'athlète qui peut être particulier. On sait que certains athlètes de haut niveau, ça a été étudié. Il y avait une chercheuse qui avait étudié ça justement sur le rapport au corps. Et il y a un phénomène de détachement qui peut avoir lieu. C'est-à-dire, en gros, mon corps devient un outil de travail et donc on se détache de son corps. Et ça, sur le long terme, ça peut poser des soucis de santé mentale, de troubles du comportement alimentaire aussi. Quel rapport, toi, tu as avec ton corps? Est-ce que tu le considères comme un outil de travail ou tu essaies aussi d'en prendre soin? Parce que quand on prend soin de son corps, le corps, généralement, le rend bien. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis. Effectivement, en tant qu'athlète, notre corps, c'est un petit peu notre outil de travail. Maintenant, le mot outil, je l'aime pas trop parce qu'il fait référence à quelque chose de mécanique. Et il faut bien faire la différence entre une machine mécanique et une machine biologique. Une machine mécanique, ça s'use, on remplace les pièces. Par exemple, dans un moteur de voiture, il y a 2 pièces métalliques qui se frottent, ça s'use, on va les changer. Une machine biologique, ce qu'est le corps humain, il y a quelque chose de magique parce que ça va s'adapter à l'environnement et ça va aussi montrer ce qui se passe par rapport à l'interaction que ça va avoir avec l'environnement. Par exemple, le visage, tu l'as dit, c'est un super indicateur de l'agression qu'on peut avoir externe, dû au froid, dû au soleil, dû à une mauvaise alimentation, dû à un mauvais sommeil aussi. On peut avoir des grosses cernes qui apparaissent sous les yeux, donc il faut vraiment voir le corps comme une machine biologique. Et moi, en tant qu'athlète, quand on me pose la question, mais qu'est-ce qui fait que tu peux être meilleur qu'un autre ? Parfois, je réponds parce que je sais écouter mon corps. Alors, ça peut paraître un petit peu subjectif. Ça veut dire quoi, écouter son corps ? Là, on a vraiment quelque chose de très objectif. Écouter son corps, c'est regarder la qualité de sa peau, regarder son visage. Et là, on va pouvoir finalement se dire que on a fait une agression peut-être un petit peu trop brusque. Le corps n'a pas eu le temps de s'adapter. Et puis là, il va falloir peut-être faire des petits changements, ajuster pour être en meilleure santé. Sur le sommeil,
sur l'alimentation et sur l'adaptation qu'on va avoir au milieu externe, les polluants, le froid, le soleil, etc. Cette étude, elle avait été réalisée, je me souviens, alors je crois sur des danseuses de l'opéra, des danseuses classiques. On sait que les corps sont mis à rude épreuve. On n'imagine pas, mais c'est des pressions qui sont exercées assez énormes. Et c'est vrai que prendre soin de son corps, c'est aussi important. Le corps, l'esprit, tout ça doit fonctionner en harmonie. Et on ne doit pas voir son corps comme un outil à qui on va un peu obliger, forcer, contraindre. Et donc la relation avec son corps, et c'est pour ça que le sujet il est hautement intéressant, la relation avec son corps, la bonne harmonie avec son corps, c'est un facteur de performance. Oui. Et prendre en compte l'environnement, comme tu l'as dit, parce qu'effectivement, le corps s'adapte. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la notion d'épigénétique. Oui, bien sûr. Voilà, donc l'épigénétique, c'est l'impact de l'environnement sur la bonne expression de nos gènes. Donc finalement, l'environnement conditionne 85% de l'expression de nos gènes versus 5 à 10% pour notre génétique acquise. Donc chaque jour, on peut exprimer la meilleure version de nous-mêmes à condition effectivement d'avoir conscience de tout ça. Donc c'est plein de choses qui vont s'ajouter les unes aux autres qui vont faire qu'on va être dans la performance et dans l'ultra-performance comme Mathieu. Hyper intéressant. C'est vrai que pendant très longtemps, on pensait que tout était génétique. Donc, on a des gènes qui sont transmis par nos parents et c'est ce qui va définir notre caractère, nos aptitudes. Et on s'est rendu compte qu'avec notamment, c'est les fameux tests des jumeaux séparés. Donc, on a pris des jumeaux qui ont été séparés à la naissance et on s'est rendu compte qu'avec le même patrimoine génétique, mais exposés à des environnements différents, est-ce qu'il va vivre dans un milieu aimant, dans un milieu où il va avoir tous les besoins social, au niveau de la nutrition. Et en fait, on va voir que plus tard, ils vont potentiellement même pas se ressembler physiquement, pas développer les mêmes maladies. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et chez les vrais jumeaux, on peut, donc les jumeaux monozygotes qui ont le même patrimoine génétique, on peut mesurer les différences épigénétiques, notamment via des processus métaboliques comme la méthylation. Bon, on pourra en reparler dans un autre podcast. C'est des sujets passionnants. Alors justement, Léa, pour les coureurs et coureuses soucieux de prendre soin de leur corps, de leur peau, quelles seraient peut-être les erreurs courantes à éviter pendant l'entraînement ? C'est pas rare, je parlais de m'entraîner le midi et quelquefois, notamment les femmes avec le maquillage. C'est vrai que ça peut... Voilà, c'est pas même les athlètes de haut niveau aujourd'hui féminines dans les Jeux Olympiques, là on va voir cet été, il y a beaucoup d'athlètes qui sont maquillés. Est-ce que ça peut pas être un piège ? Est-ce que tu as peut-être des petits réflexes à avoir sur l'entraînement pour éviter d'abîmer sa peau ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, avant l'entraînement, déjà, évitez, c'est sûr, de se maquiller. Ou du moins, si vous utilisez des crèmes, utilisez bien des crèmes non comédogènes en dermocosmétique. Protégez bien votre peau du soleil, c'est important aussi, pour justement éviter le développement de certaines réactions, même allergiques. Pour ça, vous avez des gammes de soins comme Antelios chez La Roche-Posay qui est tout à fait adaptée. Si vous avez une peau plutôt grasse, vous utilisez la Oil Control. Et si vous avez une peau plutôt sèche, celle qui est plus hydratante, vous avez à la fois l'hydratation et la protection du soleil. Et après l'effort, par contre, ce qui va être très important, c'est nettoyer votre visage. Donc ça, c'est un geste très simple avec un gel moussant, comme le gel moussant Effaclar. Vous faites un nettoyage, vous faites mousser votre visage, vous rincez avec de l'eau et après vous réhydratez votre peau avec la crème qui convient à votre type de peau. Mais globalement, c'est très simple, nettoyer votre peau après et utiliser une huile lavante. Surtout en cas de pic de pollution, on sait que là on arrive à l'été, les pics de pollution malheureusement l'été et l'hiver se multiplient. Pensez aussi peut-être à pas se toucher le visage. C'est vrai que des fois on peut avoir... Pendant qu'on court, effectivement, éviter de se toucher le visage. Et puis après, s'il y a des imperfections, des boutons, il y a des choses à ne pas faire. Presser le bouton, appuyer dessus, le gratter. Justement, on a tous déjà eu un bouton qui apparaît. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on le traite si on veut que... ce bouton disparaisse, ne laisse pas de traces? Quelles sont aussi les erreurs à éviter? Est-ce qu'on doit le percer ou pas? Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Comment est-ce qu'on soigne un bouton, en fait, tout simplement? Il faut éviter d'utiliser des produits trop agressifs. Il faut utiliser des soins spécifiques. Donc, chez La Roche-Posay, vous avez toute la gamme Effaclar qui est adaptée. Donc, on nettoie bien son visage, c'est toujours la base. Une peau acnéique ou une peau à tendance acnéique, une peau avec des imperfections, c'est pas une peau sale. Souvent, il y a un amalgame qui est fait. C'est pas du tout une peau sale. Donc, attention à l'excès d'hygiène parce que les peaux acnéiques, c'est des peaux qui sont fragiles et qui ont besoin aussi, qui sont sujettes à l'inflammation. D'ailleurs, souvent, quand on a un bouton, c'est rouge. Donc, c'est important, d'avoir des soins qui, à la fois, traitent l'inflammation et à la fois permettent de réguler l'excès de sébum parce que quand on a tendance à avoir des boutons, c'est qu'on a trop de sébum. Donc là, encore une fois, la gamme Effaclar est tout à fait adaptée et utiliser une protection solaire qui va éviter de respecter justement et éviter d'avoir tendance
tendance à trop graisser votre peau, donc avec des technologies oil control comme chez Antelios. Alors, tu parlais tout à l'heure de type de peau, et c'est vrai qu'on entend souvent ça. Alors, je crois qu'il y a les peaux sèches, les peaux mixtes, les peaux grasses. Et puis nous, les coureurs, on prend beaucoup de douches, donc c'est vrai que savoir un peu la qualité de sa peau, ça peut être intéressant. Et moi-même, j'ai déjà essayé d'aller chercher des crèmes hydratantes, parce que je voyais bien que les douches, ça pouvait dessécher. Et donc là, la question se pose du type de peau. Alors, on dit quel type de peau vous avez. Alors, bonne question. Est-ce que toi, tu sais, Mathieu, le type de peau que tu as d'ailleurs? Franchement, je sais pas trop. Je suis pas le seul alors. Je dirais que ça dépend même des parties du corps. J'aurais tendance à remarquer que les parties qui sont exposées à l'air, donc souvent du genou jusqu'aux chevilles et puis du coude jusqu'au bout des doigts, et puis le visage aussi, vont être plus sèches que les autres parties du corps. Alors je sais pas si c'est une perception. J'ai remarqué aussi qu'après une grosse journée de froid ou de soleil, la peau va être plus sèche aussi. J'aurais tendance à dire sèche à normale pour ma peau, mais c'est vrai que avec la roche posée et puis les questions qui m'ont été posées, j'ai remarqué qu'il y a énormément de différences de peau, et puis les produits qu'on va devoir choisir vont devoir finalement s'adapter à ces peaux-là. Donc c'est un sujet intéressant et c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. J'espère que Léa va m'aider. Moi, je dirais peau mixte aussi. Je suis pas sûr. Léa, comment on peut faire? Alors déjà, tu vas nous dire si on a vraiment ce type de peau avec le regard que tu as, et surtout peut-être nos auditeurs, auditrices qui se posent aussi la même question, quel type de peau ils ont, comment est-ce qu'ils peuvent savoir, comment ils peuvent évaluer le type de peau, parce que c'est, j'imagine, important pour choisir ensuite ses soins. Alors effectivement, Mathieu, toi, tu as suspense. Suspense. Un roulement de tambour. Alors je dirais effectivement, tu as plutôt une peau sur le corps sèche, qui a tendance à la sécheresse, et sur le visage, je dirais qu'elle est plutôt normale à sèche. Peut-être après, selon les types d'efforts que tu vas faire, là où tu te trouves géographiquement, elle peut être impactée, parce que ça aussi, l'impact du froid, par exemple, ça peut avoir tendance à assécher la peau. Mais je dirais sur le visage qu'elle est plutôt normale à sèche. Donc une peau normale, c'est une peau qui est ni trop sèche, ni trop grasse. Il y a une bonne circulation du sang, il n'y a pas d'imperfection, donc je dirais plutôt ça. Après, quand on a une peau sèche, la peau sèche, elle est inconfortable. Elle va tirailler, on peut avoir des démangeaisons. Donc si tu ressens pas ça sur ton visage, c'est qu'elle n'est pas sèche. Et après, il y a les peaux mixtes à grasse. Donc là, c'est quand on commence à observer des petits pores dilatés, des petites imperfections, le teint un peu moins homogène et des zones parfois un peu brillantes dans les zones, la zone T finalement. Au niveau du front. Voilà, du nez. Donc je sais pas quel type de peau tu penses. Moi, je pense que j'ai un peu une peau comme ça. Hein. Voilà, ouais. Je suis d'accord. Ouais. Tu as une peau un peu mixte. Là, je le vois d'ici. Tu as quelques petites zones de brillance. Tu n'as pas d'imperfection. Du moins, pas aujourd'hui. Peut-être que tu en as parfois. De temps en temps. Mais effectivement, tu as plutôt une peau mixte. Et donc, plutôt une peau mixte. Est-ce que la pratique de notre activité physique peut jouer sur ça, ou c'est génétique uniquement? Alors, la pratique d'activité physique favorise la production de sébum. Donc, le fait de faire du sport régulièrement a tendance à quand même avoir un effet hydratant sur la peau. Mais encore une fois, après, c'est quand même plus ou moins des génétiques. Il y a des personnes qui ont des peaux plus sèches que d'autres. On ne pourra pas non plus changer drastiquement son type de peau. Après, il y a aussi certains traitements parfois qui peuvent assécher la peau. Mais en général, on a un type de peau et on n'en change pas de toute sa vie. Est-ce que la douche peut aussi avoir un impact? Parce que comme toi, Guillaume, il m'arrive de prendre 2 douches parce que je vais faire 2 activités dans la journée. Et effectivement, je parlais tout à l'heure que je trouve souvent mes jambes mollets très secs. En fait, quand je cours, c'est là qu'il y a un petit peu de terre qui va se mettre, et puis je vais avoir tendance à frotter beaucoup plus fort au niveau des mollets que du visage, par exemple. Est-ce que ça pourrait être aussi une raison qui fait que mes mollets sont super secs? Ah oui, c'est tout à fait une raison, dans le sens où plus tu vas laver un endroit, plus tu vas enlever le film hydrolipidique. C'est la couche protectrice au niveau de la peau, donc c'est tout à fait possible. C'est pour ça que c'est important d'utiliser, comme je disais tout à l'heure, des huiles lavantes. Savon. Voilà. Alors du coup, quels soins tu recommanderais à Mathieu et à moi? Quels soins tu recommanderais si on veut avoir une bonne routine? Là, je rentre de l'entraînement. J'ai fait une belle séance, il a fait un peu chaud. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire après l'entraînement, peut-être avant d'aller me coucher? Il y a pas mal de choses qui existent, et puis en fonction des différents, parce qu'on a 2 types de peau, du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander? Alors pour le lavage du corps, vous pouvez tous les deux utiliser l'huile lavante. Ça vraiment, c'est valable pour tout le monde, pour toute la famille, même pour les bébés. Et pour le visage, effectivement, toi, on conseillera plutôt le gel moussant Effaclar, qui va avoir une action. C'est celui-là que j'utilise, donc ça va. Je suis pas. Parce qu'il va permettre de réguler l'excès de sébum, mais sans être agressif. Donc je me lave le visage, donc l'huile. Alors ça, l'huile, je vais l'essayer. L'huile, c'est pour ton corps. Voilà, et je me lave toujours le visage, effectivement, dans la douche avec. Effectivement, mais souvent les hommes, vous utilisez le même produit
pour le corps et pour le Ouais, visage, bah, c'est pas Pas moi. toujours- C'est vrai que maintenant, il y a des trucs qui... J'ai vu qu'il y avait même mousse à raser. Ça va très loin, tu vois. C'est carrément, tu peux faire même mousse à raser. Mais c'est vrai que, bon, moi, je me méfie un peu de ces produits-là. Je sais pas si j'ai raison, mais le tout en un, je me dis, bon, c'est pas forcément le... Peut-être je me trompe, hein, mais c'est pas forcément le mieux. Et effectivement, après, pour Mathieu, pour le visage, il faudra un produit pas forcément destiné aux peaux mixtes. Par exemple, chez CeraVe, vous en avez un qui est pour les peaux plutôt normales à sèche. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser plutôt celui-là pour éviter de redessécher ta peau, même sur le visage, parce que toi, elle n'est pas du tout mixte, ta peau. Et tu utilises ensuite peut-être des crèmes hydratantes avant d'aller te coucher, les crèmes de nuit, peut-être crème de nuit, mais c'est ce qu'on met. Est-ce que toi, c'est des choses que tu utilises, Mathieu? Alors de nuit, non, pas forcément. Alors c'est sûr que, comme je disais, il m'arrive de prendre 2 douches par jour. Après, le matin, en général, je fais pas grand-chose après la douche, mais c'est plus celle du soir après où je vais mettre une crème hydratante. Donc tu laves le visage avec un produit et puis après, à la sortie de la douche, voilà. tu petite t'essuies routine. et tu remets par-dessus un... Exactement, parce que c'est sûr qu'on peut Crème avoir hydratante. une pensée esthétique par rapport à ça, mais moi c'est plus une pensée performance que j'ai souvent, et puis on l'a déjà dit dans les épisodes précédents, la peau est un organe qui thermorégule et qui est notre première barrière aussi avec l'extérieur. Donc une peau en santé va nous protéger ce qu'il y a à l'intérieur, donc tout ce qui va être inflammation, infection, et va jouer un rôle énorme finalement sur la protection pour pouvoir s'entraîner tous les jours, toute l'année. C'est le double effet qui se coule, effectivement. Ouais. Tu voulais rajouter quelque Ouais, chose? je voulais rajouter sur le fait que justement, quand tu fais des efforts longs, tu peux avoir des irritations au niveau de la peau. Et ce qui est important, c'est aussi de se dire que la barrière cutanée, il faut l'entretenir. Et donc, c'est important d'hydrater sa peau. Tu vois, tu me dis que tu as la tendance à avoir la peau sèche sur le corps. Et bien ça, tous les jours, si tu appliques une crème hydratante, un baume, par exemple relipidiant comme le Lipicar, baume AP+, tu rééquilibres le microbiote de ta peau, tu la réhydrates, tu renforces la barrière cutanée. Donc finalement, tu as un rôle préventif sur les éventuels frottements, blessures que tu peux avoir pendant l'activité. Ah oui, c'est bien prendre soin de sa peau, c'est aussi éviter derrière des irritations, des frottements, voilà, on avait parlé, et ça peut être extrêmement pénalisant, cause d'abandon. Tout à fait. Et après, là, je sors un petit peu du contexte peau purement, mais il y a le collagène en supplémentation qui peut être ça aussi, ça fait beaucoup débat, le collagène. Alors évidemment, pour les sportifs, alors on sait que la littérature scientifique, c'est un peu le produit où tu as ceux qui te disent que c'est le produit miracle, ceux qui te disent que ça sert à rien. Il y a quand même des études sur le collagène. Voilà, il y a quand même des documenté. études, mais bon, c'est toujours pareil. Après, avec les études, il y a des biais de protocole. Donc voilà, mais en tout cas, ça peut être intéressant d'un point de vue aussi dermatologique. Parce que les athlètes, je ne sais pas si tu utilises du collagène, mais c'est plutôt pour les tendons, ce genre de choses. En fait, ça améliore la souplesse articulaire. Les études disent que ça améliore le confort articulaire, la souplesse. Ça améliore aussi la cicatrisation quand il y a une déchirure chez un sportif, parce que le collagène, c'est nécessaire à la cicatrisation. Et ça a aussi un effet, du coup, directement au niveau de la peau. Ça favorise finalement la diminution des rides et une meilleure fermeté. Et donc ça, c'est en crème ou c'est en complément alimentaire? Non, c'est en complément alimentaire sous forme de poudre. Après, il faut avoir un esprit critique sur le choix du collagène parce qu'il faut qu'il soit bien assimilé au niveau de l'intestin. Et puis il y a différentes qualités aussi. Voilà, donc il faut prendre des peptides hydrolysés avec un poids moléculaire entre 2000 et 6000 Dalton. D'accord. Ceux que ça intéresse. Donc du coup... On n'était pas trop mal, alors c'est-à-dire alors moi j'avais pas l'huile, j'avais plutôt un gel douche classique. Ouais. Je vais l'essayer, donc je nettoyais bien effectivement mon visage. Un truc que je sais pas si tu le fais, mais que nous les hommes on fait un peu moins, c'est maintenant j'ai une serviette vraiment spécifique pour nettoyer le visage, donc j'ai une serviette corps et j'ai une serviette qui sert que au visage. Souvent il y a des hommes qui disent la serviette elle sert à nettoyer les cheveux, elle sert à nettoyer le corps, le visage, c'est peut-être pas l'idéal. Nous je sais pas si tu as plusieurs serviettes, mais c'est quelque chose parce que c'est comme la serviette dans le sac de sport qui est pleine de bactéries. Si vous vous essuyez le visage, vous sortez de la douche avec ça, ça va pas vous. Ça, il faut faire attention, quoi. C'est sûr que de manière générale, quand on s'essuie, c'est mieux de tamponner plutôt que de frotter sa peau. Ça, c'est sûr. Et utiliser des serviettes propres, pensez à les laver régulièrement. Parce que j'ai des petites microfibres que j'ai achetées parce que j'ai une peau quand même qui peut être source de boutons, donc je fais attention avec ça. Donc ça, pas trop mal. Voilà. Donc ça, tu vois, si tu l'avais pas, tu pourrais avoir ta petite serviette. Les draps aussi, on n'en parle pas, mais évidemment, c'est important de changer ces draps toutes les semaines, de les laver pour éviter les problèmes de peau. Effectivement. Et pour autre problème aussi, quand on a des enfants après, ils sont... Bon, ça c'est un hors-sujet aussi. T'es bon élève toi Mathieu, ou ça y est, tu fais quand même les choses J'ai encore quelques apprentissages à faire, notamment sur la serviette. Bon, ça c'est vraiment les hommes, j'ai remarqué. Mais après, alors que les femmes, elles ont pour les cheveux, pour le visage, elles ont les petits gants. Et puis il faut les laver très régulièrement. Les hommes, souvent, ils appréhendent vachement, alors que finalement, avoir une routine, c'est simple.
Ouais, mais- Parfois, c'est juste 2 étapes au niveau Ouais, du mais visage. Le problème de ça, c'est que effectivement, quand tu mets une crème, tu laves, puis après tu mets une crème le soir, ça soulage, mais les effets, il faut quand même avoir une certaine rigueur, et c'est quand même il n'y a pas un effet immédiat, il n'y a pas un effet waouh. Donc c'est vrai que des Ça fois... dépend ce que tu utilises. Par exemple, Ouais. tu utilises un sérum à l'acide hyaluronique, comme chez La Roche-Posay. Tu as 2 poids moléculaires dans l'acide hyaluronique. Tu as haut poids moléculaire, bas poids moléculaire. Le haut poids moléculaire, c'est un effet comblant un peu direct, c'est-à-dire que ça repulpe tout de suite, et le bas poids moléculaire, il va plus profondément dans le derme. Donc, Faut que j'essaye, écoute. Hein. Ouais, il faut que tu essayes le mais, sérum. mais c'est vrai que quand même il faut de la rigueur, et des fois nous moi j'ai des fois tendance à l'oublier, hein. Je sais pas toi, mais des fois j'ai tendance à oublier, des fois je le mets, des fois j'ai De pas toute une façon, après, constance. c'est pour prendre une habitude. On n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui vont faire un geste pendant 1 semaine, 15 jours, et ça devient une habitude. Et il y en a pour qui ça prend beaucoup plus de temps. Donc ça, voilà. Toi t'arrives tous les soirs Se à... mettre un petit Ouais, rappel. en fait, il y a des petites techniques. C'est très simple. C'est de mettre le produit que tu veux utiliser après ta douche devant tes yeux. Ouais, mais c'est ce que je fais, mais même moi ça Voilà, et puis c'est de ne pas avoir 50 000 produits aussi C'est ça. sur ton lavabo, là, sur ton Ouais. évier. Et comme ça, tu sais qu'il n'y en a qu'un, tu te sèches, tu le vois et tu te dis, ah ben, je vais le mettre sur ma peau avant de quitter la salle de bain. Hyper intéressant. Alors, avant de se quitter, j'aimerais bien qu'on parle quand même un petit peu de nos cheveux et les douches fréquentes, la transpiration. Ça peut peut-être avoir un impact sur la qualité. Toi, quel conseil tu donnerais aux coureurs et aux coureuses pour garder des beaux cheveux malgré les entraînements? Parce que les cheveux, c'est quand même... quand on fait du sport, moi j'entends souvent des femmes dire bon, j'ai fait un peu une croix sur mes cheveux, la qualité de mes cheveux. Est-ce qu'on peut concilier les deux? Qu'est-ce que tu en penses? Alors effectivement, les lavages fréquents des cheveux avec des shampoings tout le temps, tous les jours, pour ceux qui courent tous les jours, ça peut agresser la fibre du cheveu, le rendre plus terne, plus sec, plus cassant. Donc ce qui est important, c'est de se laver les cheveux, bien sûr, de manière régulière. Hein. Après, tout dépend. Si vous avez des cheveux gras, des cheveux secs, on respecte des rythmes de lavage. Ça peut être 2 jours chez certaines personnes, 3-4 jours chez d'autres, voire même plus. Et pour les fois où, au lieu de se relaver les cheveux, on peut juste effectuer un rinçage et utiliser un après-shampoing pour renourrir le cheveu, finalement. Ça s'appelle le co-wash. Et donc, ça, c'est à chaque lavage de cheveux? voilà. En fait, pour les personnes qui remarquent qu'elles ont les cheveux très desséchés parce qu'elles les lavent trop souvent, au lieu d'utiliser un shampoing à chaque fois, elles mettent juste de l'après-shampoing et ça permet de nourrir le cheveu. Après, les UV peuvent fortement impacter aussi les cheveux. L'effet tout comme paille la un peau. peu, ce qu'on... Voilà. Mm. Donc ça existe, hein, les brumes, les sprays qui protègent les cheveux des Surtout quand on UV. court en montagne, effectivement. On le voit sur les trailers, des fois, qu'on a les cheveux très Ouais. secs, Bah, un ça peu existe, paille, hein. quoi. Hein. Ouais, Mm. ça existe, les sprays qu'on Donc pulvérise ça peut... avant le matin, avant de partir, sur l'ensemble des cheveux pour les protéger des UV. Mhm. Et de la pollution aussi au passage. Pareil, hein, le lavage intensif, ça peut irriter le cuir chevelu. Et puis les hommes aussi, ils ont tendance à prendre des shampoings antipelliculaires, même s'ils n'ont pas de pellicule. C'est un peu Ouais. dès qu'on voit un shampoing pour hommes, c'est tout de suite l'antipelliculaire. Mais Oui. si vous n'avez pas de pellicule, n'utilisez pas ce Et type puis de après, produit. voilà, et puis il faut être attentif sur le choix du shampoing. S'il y a des lavages très fréquents, essayez de choisir un shampoing extra doux qui n'agresse pas le cuir chevelu et qui va respecter votre peau. Merci infiniment. C'est un échange passionnant. On s'est dit beaucoup. Voilà, peut-être à garder en tête, Léa, si on veut avoir une bonne routine post-entraînement. Pensez à bien nettoyer votre peau, très important. Et demandez peut-être un conseil à votre pharmacien pour savoir quel est votre type de peau et choisir 2 produits adaptés, un pour le soir, un pour le matin, notamment la crème solaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci infiniment à tous les deux. Merci à tous celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre de notes, si vous nous écoutez en courant, je vous rappelle qu'on a une fiche PDF où vous allez retrouver tous les conseils, tous les points clés, les produits aussi cités. Donc on a fait ce travail de prise de notes pour vous. C'est gratuit. Il suffit de vous inscrire sur notre newsletter et vous la recevez dans votre boîte de messagerie. Merci infiniment Léa, merci Mathieu, merci à La Roche-Posay aussi d'avoir rendu cet échange possible. On se retrouve dès vendredi prochain pour le dernier épisode de cette capsule. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Guillaume. Merci. Cette émission vous a été proposée par La Roche-Posay, première marque mondiale prescrite par les dermatologues.